Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end à la une de l'actualité. Au Cameroun, clôture du sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'est tenu à Yaoundé ces 21 et 22 novembre. Plusieurs problématiques ont été abordées et des constats faits, notamment en ce qui concerne l'exercice financier de 2018 et 2019. 180e place sur 189 dans le classement Doing Business 2019 pour la République démocratique du Congo, un résultat dû aux difficultés économiques de l'exercice financier de 2019. Les autorités congolaises cherchent des solutions concrètes pour améliorer la situation. Et enfin, l'UMOA enregistre un taux de croissance de 5,5% dans ses services financiers décentralisés, à savoir les crédits octroyés qui restent dominants dans le marché bancaire, une situation qui permet à l'institution de développer ses services de portefeuille de crédit. Mais tout d'abord, dans l'actualité, 40e vendredi de contestation du mouvement du Irak en Algérie, avec une très forte mobilisation des citoyens qui réclament depuis 10 mois le départ du régime au pouvoir. Ils ont donc réitéré leurs revendications, à savoir le départ des détenteurs du pouvoir en place et l'annulation de l'élection présidentielle prévue dans 3 semaines, le 12 décembre. Les manifestants réclament un renouvellement politique avec le départ du chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, homme fort du pays, depuis le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Selon des sources de la société civile, au moins 60 personnes ont été arrêtées ce vendredi 22 novembre à Alger. Au Cameroun, clôture du sommet extraordinaire organisé à Yaoundé ce 21 et 22 novembre sous l'invitation du président Paul Biya. 6 chefs d'État et personnalités de gouvernement de la zone CEMAC se sont réunis ces 2 jours afin d'émettre plusieurs constats, notamment sur les efforts déployés ces 3 dernières années. Les travaux se sont achevés ce vendredi 22 novembre sur une note positive, avec une amélioration des performances économiques, monétaires et financières enregistrées dans ces pays membres durant l'année 2018 et 2019. Reportage de Corinne Kamsefem. Les travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenu à Yaoundé au Cameroun à l'initiative du président Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, ont principalement porté sur l'examen de la situation économique, monétaire et financière de cette sous-région 3 ans après le sommet tenu en décembre 2016. Environ 15 résolutions ont sanctionné les débats tenus à huis clos et qui donnent un aperçu de la santé économique de cet espace régional. Au terme des échanges riches, les chefs d'État ont, premièrement, salué le redressement global de la situation macroéconomique de la CEMAC, marquée par le retour à une croissance économique positive, la maîtrise de l'inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants. Après les années moroses de 2016 et 2017, la zone CEMAC renoue peu à peu avec un taux de croissance positif. En 2018, il était estimé à 1,8% contre moins 0,2% en 2016 et 0,4% en 2017. Le secteur monétaire s'est caractérisé par une croissance positive des avoirs extérieurs nets avec des réserves de change équivalent à plus de 3 mois d'importation, des acquis à consolider et qui n'excluent pas certaines réformes. S'agissant de notre politique monétaire, elle a permis jusqu'à présent d'assurer la stabilité financière dans notre sous-région. Il y a toutefois lieu de rester flexible à toute proposition de réforme visant à consolider son action et à assurer les meilleures conditions pour une contribution efficace de la politique monétaire à un développement de la sous-région. Au sorti du sommet de Yaoundé ce 22 novembre 2019, les pays CEMAC ont convenu de multiplier les efforts pour une transformation structurelle des économies de cette région. Cela inclut la diversification des économies, la finalisation des programmes structurels engagés avec le Fonds monétaire international et qui mettent un accent sur l'efficacité budgétaire, mais aussi la sécurisation de cet espace secoué par les tensions et crises sécuritaires.
Toujours dans l'actualité, au Mozambique, le président Filipe Nyusi est accusé d'avoir touché des pots de vin en 2013 et 2014. L'homme d'affaires libanais Jean Boustany, jugé à New York dans l'affaire de la dette cachée, a identifié le chef de l'État comme bénéficiaire présumé de commissions occultes, à savoir des pots de vin dans l'affaire qui a précipité le pays dans une grave crise financière. Jean Boustany aurait versé des dizaines de millions de dollars à de hauts responsables du pays afin d'obtenir des contrats de livraison de navires et de pêche et de patrouilleurs militaires, une transaction cachée puisque les partenaires financiers étrangers du pays n'ont pas été mis au courant, dont le FMI qui s'est retiré de l'affaire et la devise locale qui s'est effondrée par la suite. Dans le reste de l'actualité, arrestation au Soudan d'Ali El-Haj, ancien allié de l'ex-président Omar El-Béchir, président du Parti populaire du Congrès. Ali El-Haj a été interpellé ce vendredi 22 novembre à son domicile. Il est inculpé pour son rôle dans le coup d'État qui a porté au pouvoir Omar El-Béchir en 1989. Allié puis rival d'Omar El-Béchir, Ali El-Haj est une figure de la mouvance islamiste d'Hassan al-Tourabi. Le 13 novembre, dans une conférence de presse, il a annoncé qu'il fallait tirer des leçons des erreurs du passé. Ali El-Haj avait même appelé au transfert à la Cour pénale internationale de son ancien allié et ex-président du Soudan, Omar El-Béchir. La République démocratique du Congo au 180e rang sur 189 pays en ce qui concerne le climat des affaires. C'est ce qu'indique le rapport Doing Business 2019 émis par la Banque mondiale. Une dégringolade dans le classement pour le pays, en cause la détérioration de l'économie pour le pays durant l'exercice financier en 2019. Les autorités congolaises misent sur le renforcement de la compétitivité de leur économie à l'échelle continentale et internationale pour remonter la pente. Les détails du reportage de Neili Claude Ebessa. La République du Congo, dont le climat des affaires s'est détérioré depuis 2017, a été classée 180e sur 189 pays dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale. Préoccupé par ce positionnement, le pays qui avait déjà lancé en juin 2019 le projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité envisage davantage revitaliser le secteur privé et améliorer l'environnement des affaires. Une volonté matérialisée par le renforcement des réformes qui pourraient faire du pays une terre d'investissement. Ces mesures doivent s'inscrire dans une certaine dynamique qui devrait contribuer à redonner la dynamique au secteur privé. Ces mesures doivent regarder une perspective d'amélioration de la stratégie d'exportation du pays. Pour une meilleure compétitivité de l'économie congolaise, le gouvernement qui a appliqué dès 2018 les réformes structurelles et structurantes du Fonds monétaire international entend mettre l'accent sur la relance de la diversification économique, le développement du capital humain, la centralisation des formalités pour la création des entreprises, la signature électronique, la politique monétaire et financière, les lois protégeant le patrimoine ainsi que celles permettant de réorganiser et de ramener la bonne gouvernance. Au niveau du Doing Business, il faut nécessairement redynamiser la création des entreprises et ensuite relancer la productivité nationale au niveau de la transformation même artisanale en réduisant le volume très accru des importations. L'économie congolaise, touchée de plein fouet par la crise pétrolière de 2014 et dont l'impact s'est manifesté en 2016, a pu signer le 11 juillet 2019 avec le Fonds monétaire international un programme économique et financier dans le cadre d'une facilité élargie de crédit. Le programme axé sur la gouvernance et la transparence devrait redonner confiance aux investisseurs, selon les observateurs. L'Union monétaire ouest-africaine fait le bilan de ses services financiers décentralisés. Une hausse de 5,5% a été enregistrée en 2018 avec un total de fonds établis par l'institution estimé à plus de 1368 milliards de francs CFA. Les crédits à la clientèle restent les services les plus attractifs sur le marché malgré une dégradation notable du portefeuille des crédits avec 2,6 points en moins en l'espace d'un an. Les précisions d'Ange Bijou Noméniou.
L'Union monétaire ouest-africaine a émis plus de 1368 milliards de francs CFA à travers ses services financiers décentralisés. Selon l'institution sous-régionale, ce montant représente une hausse de 5,5% par rapport au montant relevé en 2017. En dépit de ces indicateurs plus ou moins favorables, la qualité du portefeuille de crédit, principal actif et générateur de revenus des institutions de microfinance, s'est dégradée de 2,6 points de pourcentage. Pour résoudre un problème des impayés, par exemple, s'il y a trop d'impayés, les offreurs de crédit seraient frileuses à octroyer davantage du crédit. Maintenant, ceux qui demandent du crédit, c'est-à-dire les acteurs économiques, si leurs activités sont au ralentissement, du coup, ils ne vont pas être incités à demander du crédit. Cette évolution relativement favorable a été suivie d'une augmentation des dépôts et des crédits au sein de l'Union. Les crédits à la clientèle ont augmenté de 7,3% en rythme annuel pour s'établir à 1145,4 milliards de francs CFA. Quant aux divers emplois, leur niveau atteint 86,3 milliards de francs CFA en 2018, soit un repli de 21,9% par rapport à 2017. Il peut aussi avoir l'environnement institutionnel, le cadre institutionnel en matière d'information sur les crédits, en matière de protection des demandeurs de crédit ou des déposants, d'épargne. Tous ces facteurs institutionnels peuvent aussi influencer. Avec 593 systèmes financiers décentralisés, le nombre de bénéficiaires de ces services est ressorti à 15 17 666 contre 13 565 535 en 2017. Une nouvelle dimension sociale au pénitencier au Kenya. C'est le programme déployé par le gouvernement pour faciliter la réinsertion des détenus au sein de la société. Les infrastructures pénitentiaires proposent désormais des formations dans divers domaines tels que l'agriculture, la menuiserie ou encore la couture. Un sujet de Corinne Camden. Au Kenya, un programme vise à réhabiliter les prisonniers en leur apprenant des techniques agricoles qui leur permettront par la suite de se reconvertir en agriculteurs une fois sortis de prison. Duncan Deritu fait partie des anciens détenus ayant bénéficié de ce programme. Après avoir purgé une peine de 5 ans en prison, il est maintenant de retour chez lui où il cultive du maïs et du café sur son terrain de 3 hectares. Je me suis formé à l'agriculture biologique et je l'ai très bien maîtrisée. Quand j'ai terminé ma peine de prison, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à pratiquer l'agriculture biologique. J'en ai fait une entreprise qui peut m'aider à subvenir aux besoins de ma famille et à rester à l'écart du crime afin que je ne me retrouve plus jamais en prison. Au lieu de se concentrer sur le châtiment, le gouvernement du Kenya essaie plutôt de transformer les prisons en centres de réhabilitation. Les détenus peuvent acquérir diverses compétences allant de l'agriculture biologique à l'élevage des animaux, à la menuiserie, à la couture ou encore la coiffure. Je ne récoltais rien de la ferme, mais maintenant je fais d'énormes récoltes. Nous sommes des agriculteurs. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu de mes propres yeux que Duncan s'est réformé. Et s'il trouve des personnes qui peuvent le soutenir, il ira loin. Il travaille très dur. Même les voisins s'accordent à dire que c'est le cas. Plus de 1300 détenus ont obtenu leur diplôme depuis le début du programme il y a 20 ans. C'est un programme dont les autorités kenyanes sont fières. Son impact est positif, d'autant plus que les anciens détenus comme Deritu partagent leurs connaissances avec d'autres membres de la communauté. Place à la culture avec l'exposition Fatalikou. 46 œuvres sont exposées au musée Théodore Monod à Dakar afin de rendre hommage aux artistes sénégalais disparus. L'exposition Fatalikou ou Souvenirs en Wolof, qui rassemble une quarantaine d'artistes, propose une nouvelle dimension pédagogique et de sensibilisation au profit de l'art contre l'oubli. Reportage de notre correspondant à Dakar, El Hadji Ndiaye. Des tapisseries, de l'acrylite sur papier et sur toile, du mix sur toile, de l'huile sur toile, ce sont des œuvres d'art dont les auteurs sont décédés. Cette exposition Souvenirs ou Fatalikou en Wolof a permis aux amoureux de l'art de revisiter les oiseaux de Djout de Ansoumana Diédhiou, réalisé en 1977, qui rappelle la préservation de l'environnement. Modou, dont l'œuvre Tontine fait référence à l'économie sociale et solidaire. La toile de Ibrahim Kébé, qui parle de solidarité à travers Mbolo. Sans oublier les œuvres de Souleymane Keita intitulées Synthèse, qui rappellent la période des criquets au Sénégal. Une manière pour dire que les artistes étaient des visionnaires et que leurs œuvres doivent être préservées, selon Khalidou Kassé. C'est important de dire que les artistes ne travaillent pas seulement pour présenter des œuvres par rapport à la beauté. Bien sûr, esthétiquement, c'est magnifique,
mais il y a beaucoup de messages qui sont lancés à travers ces œuvres-là. Ces 46 œuvres réalisées sur divers supports sont collectionnées auprès des familles, des proches et des collectionneurs. Mariam Sow ou encore Saran Keita, accompagnée de sa maman, sont venus non seulement admirer les œuvres de leurs parents, mais aussi une manière de se souvenir d'eux. De parler de mon père en tant qu'artiste, c'est difficile parce que tout d'abord pour moi c'était mon père que j'ai perdu et que ces dernières années j'ai passé beaucoup de temps de parler de lui en tant qu'artiste et que dans mon deuil je veux revenir à mon deuil personnel aussi. Et tout de même je mène un combat à ce que son art soit représenté ici et soit accessible au peuple sénégalais. Une immense fierté. Beaucoup de nostalgie également. On est très fiers de ce que papa a accompli pendant toutes ces années-là et on aimerait vraiment faire perdurer ses œuvres à travers le temps. L'exposition Souvenirs ou Fataliko en Wolof qui se tient au musée Théodore Monod à Dakar ravive la mémoire des artistes disparus. 67 artistes y participent à l'occasion de la 10e édition du Salon national des arts visuels. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.